Seulement avec l'élimination de la violence peut-on atteindre la paix mondiale. Bonjour Sophie. Bonjour Antonio. Bienvenue au Club des Navets. Le podcast où on vous parle de bons films poches. De bons films poches. Aujourd'hui, un trésor caché. Pas tant caché. Non, Il a non, déjà non, été caché. qui a déjà été caché, mais dans le fond, En tout cas, on n'est probablement un pas classique. les premières personnes à faire un Et podcast sur boy, ce non, film-là. pas du tout. Pas du tout. Là, je non. me le gardais depuis un bout Ouais. parce que je savais que c'était un bon film. Et j'ai pas été déçu. Non. Pas du tout. Alors, on vous parle aujourd'hui de Miami Connection. All right. Oh yeah. Fait que Miami Connection, c'est quoi l'histoire de ça, Antonio? Ben, dans le fond, c'est pas compliqué. Miami Connection, c'est l'histoire de à quel point c'est dur d'avoir un band de rock en Floride dans les années 80 quand t'es un orphelin qui fait du taekwondo. Parce que dans le fond, Miami Connection, c'est l'histoire d'un band de rock qui se bat contre un autre band de rock, qui se bat contre un gang de rue, qui se bat contre des motards, qui se bat contre des ninjas. Et éventuellement, l'un d'entre eux va retrouver son père. Donc, c'était clair, hein? Ouais. Dans le fond, Miami Connection, c'est ça, c'est la création du cerveau d'un certain Wyke Kim. Puis, juste avant de faire le podcast, on a écouté un petit documentaire Vice qui s'appelle... dans le fond, le nom du documentaire, ça s'appelait Taekwondo Rockers vs. Cocaine Dealing Ninja, The True Story of Miami Connection, qui est dans le fond l'histoire du grand maître de Taekwondo, Wyke Kim, qui est arrivé aux États-Unis dans les années 76 et qui, avec l'argent qu'il a accumulé avec ses écoles de taekwondo, il a dit « Moi, faire un film, ça a l'air facile de faire un film », puis il a fait un film. Ben, en fait, c'est ça qu'il voulait promouvoir à un tel point le taekwondo. Il s'est dit que le meilleur moyen, ce serait de faire un film, mettre ça sur le big screen. Yeah! C'est quand même fantastique. Il y a un rapport, je viens de penser à ça, il y a un rapport à faire avec le film Love on a Leash, qui était... Parce que dans le fond, là, lui, c'est un Coréen. Love on a Leash, une demoiselle qui était chinoise. C'est des personnes asiatiques qui viennent aux États-Unis avec le but de faire des films. Non, pas du tout. OK, oui, elle voulait Love on a faire des Leash, films, c'est une mais madame qui n'a jamais fait de film de sa vie. Je sais, mais elle s'est faite comme financée par une espèce de truc religieux Par une église, chinois. oui, c'est vrai. Lui, il se fait financer par une école de taekwondo. Mais c'est son école. Qui est un petit peu comme un culte. Qui est un petit peu comme une secte, là, on va se le dire. Là. C'est comme... le monde sont très enthousiastes. Les gens, justement, ressemblent beaucoup aux personnages du film, là, des orphelins. En tout cas, du monde que ça va crissement mal dans leur vie. Puis là, ils rencontrent Wyke Kim, il dit « Viens à mon école de taekwondo, moi t'as remonté ça, moi ton moral, on va faire du taekwondo, puis ça va te coûter un peu d'argent, puis c'est pour ça que je suis riche. » D'après moi, ça doit un peu marcher de même, parce qu'il a l'air assez fortuné, là, Wyke Kim. Il n'a pas de l'air dans l'arbre. Il n'a pas été homeless très longtemps, je pense. Donc, fait bref, Miami Connection, c'est l'histoire du band Dragon Sound. Et le band Dragon Sound est composé de Mark, John, Jack, Jim, Tom, et la blonde de John s'appelle Jane. Et le frère de Jane. Mais non, mais il n'est pas dans le band. Il n'est pas dans le band, lui, c'est le frère jaloux qui va se battre avec tout le monde. Un tas de marde, Jeff. Personne n'aime Jeff. Full contrôlant, là. Il est comme en amour avec sa sœur, full jaloux. Mais le frère de Jane, Jeff, est aussi le frère spirituel de Yashito, qui est le chef des ninjas motards qui volent de la cocaïne. Donc ça va être très important à travers le film. Parce que c'est pour ça qu'il y a l'escalade qui arrive à ça. Là. Tout est de la faute de Jeff. Il n'y aurait aucune raison qu'un petit band de rock se batte avec des motards ninjas, mais là, regarde, qu'est-ce que tu veux? Puis là, dans le fond, on vous en parle, puis là, vous êtes en train de vous dire, ça a l'air vraiment poche. Mais ce qui sauve, un des éléments qui sauve le film, c'est Jack, qui est joué par Joseph Diamond, qui est un compositeur de musique, qui a fait... quel autre film aussi qu'il avait fait, qu'on avait dit? Bonjour tout le monde, ici Sophie de la post-production qui tient à s'excuser pour deux petites affaires. La première étant... le son est vraiment dégueulasse. Il y a du noise et les micros, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. En tout cas, désolé pour ce son de merde. Et puis, peut-être même que le son va être encore comme ça parce que c'est dans le même micro que j'enregistre
ce petit message. Et deuxième message, un petit erratum là, ici là, pour le compositeur de musique que nous avons tant apprécié. Il s'agit de Angelo Gianotti. Puis c'est ça, là, on s'est trompé de ligne tout le long en faisant le podcast, on a lu un autre nom. Donc, désolé Angelo, on t'aime. Bye. Je m'en rappelle plus. Mais c'est ça, fait que lui, il a fait toutes les tunes de rock, c'est des astis de bonnes tunes. Tout le long du film, il y a des tunes qui jouent. C'est un bijou. On écoute ça, on a écouté le film jeudi. Oui. On est dimanche. J'ai ça dans la tête depuis jeudi. C'est Friends to eternity, loyalty, honesty, will, thick and thin. Friends forever will be together. We're on top cause we play to win. C'est fucking bon. Ça pogne dans la tête. Ouais. C'est vraiment bon. Genre, mon seul regret de ce film-là, c'est que ce soit pas une comédie musicale. Non, mais pour vrai, si ça avait été tout le long, comme les 15 premières minutes, avec plein de musique, puis tu sais, comme, je pense que moi, ça aurait comme topé. Je pense que j'aurais donné un 5 sur 5, là, tu sais, mais c'est pas une comédie musicale. Fait que, dans le fond, c'est ça qu'on a oublié de mentionner. Ce qui est important de savoir de ce film-là, c'est qu'il n'y a aucun acteur dans le film. Ce n'est que des amis du réalisateur et des élèves de son école. Fait que là, ça a pour conséquence, on a des scènes de Kung-Fu qui sont relativement... Kung-Fu, Taekwondo plutôt, qui sont relativement bien faites. Scènes d'action vraiment cool, de la bonne musique, mais les dialogues sont tellement nuls à chier. Puis ce qui est fantastique aussi, c'est que le monde, des fois, se trompe dans leur dialogue, mais ils gardent des takes. Il y a du monde qui bégaye, ils se parlent par-dessus l'un l'autre. Comme on fait, que ça devait être cher de la pellicule dans ce temps-là. Là, c'était pas encore le numérique. Là, fait que tu gaspilles pas tant de pellicules que ça. Là. Mais effectivement, là, tu te dis comme, hey, bon, ça, tu l'as refait, là, mon homme, là, cette prise-là. Là, tu pouvais pas garder ça, mais non, ça, c'était la meilleure. Mais on dit la pellicule, juste, on se remet dans le contexte. 1987, donc en 1987, on a Le Prédateur, on a Hellraiser, on a Running Man, Evil Dead 2, mais il y a aussi, dans le fond, le film avec lequel on pourrait le plus comparer, c'est Hard Ticket to Hawaii, qui est un film qu'on va voir, qu'on va probablement faire un podcast dessus bientôt. Ça aussi, je le garde dans ma poche. Ouais. Mais, tu sais, effectivement, je sais pas, tu sais, comme, il est quand même de son temps comme film, dans le sens où, tu sais, il clash pas tant que ça, là, je veux dire... tu le sens que c'est un petit budget, mais, je veux dire, la vibe est très de son temps. Les thématiques, l'esthétique. La cocaïne, quand même les ninjas. C'est comme la photographie, c'est quand même pas pire. C'est vrai. C'est pas dégueulasse. Là. J'ai vraiment vu pire. Là. Non. Puis, c'est vraiment le jeu des acteurs qui rend ça comme... Je m'allais dire, le Foley aussi est quand même... parce que le seul son, moment... la prise de son. Le seul moment que le Foley était vraiment nul à chier, c'est quand ils se battent dans le lac. Puis, je sais pas si tu as remarqué ça, le gars, il marche dans l'eau, puis ça fait flic, 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 flic. Mais il y a plein de places que c'est bizarre aussi. Là. Pas tant que ça. Quand Jane et son chum ils parlent à l'école, on entend les gros bruits de pas puis presque pas leur dialogue. Tu sais, comme en tout cas, il y a une couple d'erreurs de même. Ben, si on compare avec Bronx Wario puis non, c'est pas à ce niveau-là. Non, quand même, honnêtement, les équipes, les caméras, les plans de caméra, tout. Parce que OK, oui, c'est pas des stuntmen professionnels qui donnent des coups de pied d'en face, mais il y a quand même une couple de pirouettes puis de monde qui tombe en bas des buildings. Puis, non, c'est ça. C'est cool. C'est impressionnant pareil. Là. Puis les scènes, aussi, ce qui est vraiment surprenant, c'est la quantité de monde qui ont été willing de participer. Là, c'est ça. On va vous faire une confession. On a recommencé le podcast parce que le dernier... On s'est engueulé pendant 10 minutes sur est-ce que les ninjas et les motards, c'est les mêmes personnes? Ah, ben oui. Parce que, dans le fond, en plein milieu du film, il y a une scène dans un bar où est-ce que, dans la vraie vie, le réalisateur a dit « Je vais inviter des motards à venir participer et je vais les payer en bière. » Fait que tu as une gang de motards sous. D'ailleurs, si vous voulez voir des totons de motarde, vous allez être gâtés. Il y a une couple de madames qui montent leur toton, mais c'est pas des top modèles. C'est des madames qui ont été très maganées par la vie. C'est des vrais, là. Des vrais. Des vrais, là. Ouais. Fait que bref, ces personnes-là arrivent dans le bar. Là, Sophie s'obstine à dire que c'est eux les ninjas, mais c'est ça. Fait qu'eux, ils chillent avec le chef des ninjas qui s'appelle Yashito. Mais ils font pas juste chiller, là. C'est leur chef. C'est leur chef. Mais le chef,
il est aussi chef d'une gang de ninjas. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est lui-même. Que c'est juste que les ninjas, il n'y avait pas assez de l'air de bikers, puis les bikers n'avaient pas assez de l'air de ninjas, mais il y avait une volonté que ce soit des bikers ninjas. Fait qu'ils ont pris comme 2 badges d'acteurs différents, puis ils se sont dit on va croiser les doigts pour pas qu'ils reconnaissent en dessous des petits sauts de ninja. Écoutez, gars, cher public, on va créer un peu de l'attraction sur ce podcast-là. Écrivez dans les commentaires, pensez-vous que les motards et les ninjas, c'était les mêmes personnes? Dans l'univers du film, pas dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, clairement, c'est 2 personnes. C'est 2 groupes différents. Dans le film, pense qu'ils ont essayé ce subterfuge de marde. Tout en prenant connaissance de cause aussi que les premières paroles de tune dans le film, c'est « Bikers by day, ninja by night ». Fait que, tu sais, quand même. Swift and fit, not afraid to fight, steal all your cocaine along with your life. C'est tellement épique, les fucking cool. Un regret aussi de ne pas avoir le vinyle entre les mains. C'est quoi déjà, la tune qui joue dans la scène de base, c'est Messing with the Tough Guys. Ouais. Tough Guys. Puis là, justement, le chef des méchants, il a un foulard rouge. Puis il a un petit foulard rouge. Pas de l'air méchant, là. Pas vraiment. Oh my God. Non, il n'y a pas le... Mais c'est ça, mais je reviens à Love on a Leash, parce que c'est ça, tu as l'esthétique orientale aussi qui est là, que dans sa tête, au gars, il a de l'air. Lui, il pense qu'il est intimidant avec son foulard, là, comme s'il serait en Corée, il serait intimidant. Mais là, il est aux États-Unis avec les Hells Angels qui le regardent, font comme oui, monsieur. Oui, monsieur. Ils ont vraiment l'air de rire de sa gueule. Oui. Faire comme une chance qu'on est payé en bière. Ben, en même temps, on est en 1987. Je sais pas si où que ça a été tourné, peut-être en Floride. Ça a dû virer comme party là, de moteur. Tu sais, comme ils sont payés en bière, ça devait être juste comme bar open. Ouais, j'espère que non. Ben, clairement, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça. Là. En tout cas, c'était une cool scène. Mais, non, c'est ça. Fait qu'on parlait des scènes d'action. Ce qui est peut-être un peu malheureux, c'est que au début du film, les ninjas sont vraiment efficaces. Ouais. Ils chopent des bras, ils tuent du monde avec des épées. Ouais. Mais là, quand ils arrivent pour se battre avec un petit band avec de Dragon genre 5 Sound, personnes, là, sont 5 petits culs. C'est la pire embuscade de l'histoire des embuscades. Ah non, 2 heures de l'après-midi, ils arrêtent les gars, tu sais, ils sont en moto, puis au lieu de les attaquer, ils font juste leur dire comme « You will never make it to the airport. You will pay for Jeff's death. Puis là, les gars, ils ont le temps de faire comme « Ok, d'accord. » Puis... non, ça. Bref, tous les ninjas se font tuer. Ils deviennent de plus en plus caves avec plus le film avance. Là, Ouais. Puis tu sais, c'est ça, je pense qu'ils vont à l'université, là, le Dragon Sound. Oui. Dans le fond, il y a des scènes qui sont à l'école, là, puis... Mais il y a même un bout où j'étais comme pas sûre là, que c'était l'université, là, tant que ça. Là. Ça avait l'air que, comme s'ils avaient voulu les faire passer pour des... Ben, en même temps, ils sont majeurs, ils jouent dans un bar. Fait que, ouais, c'est sûr, il faut qu'ils soient à l'université. Puis aussi, on a oublié de mentionner le meilleur subplot de l'histoire des subplots. C'est que c'est une gang d'orphelins, mais Jim, il essaye de retrouver son père. Jim, son histoire tragique, c'est que sa mère était coréenne et son père était africain-américain dans l'armée. Ouais. Et son père les a abandonnés. Fait que là, sa mère est morte, mais là, un crime, il est peut-être pas orphelin pour vrai. Il essaie de retrouver son père. Il engage le... Non, il engage, il contacte le Defense Department, puis genre, il demande Hey, avez-vous vu mon père? Puis ils disent non. Puis là, il est bien triste de ça. Là. Il pleure pendant 5 minutes. C'est émouvant. Oui. Très émouvant. Mais finalement, je pense que c'est ça. Là, il y a peut-être un détective privé aussi qui recherche son père pour lui. Là, puis il reçoit des lettres une fois de temps en temps. Puis ça mène à une lettre très heureuse. Oui. Très heureuse, reçue par Jim. Très, très content. Donc, c'est ça. Puis à la fin, il retrouve son père qui est un gars de son âge, mais avec du blanc dans la barbe. Puis il y a 2 mots à dire dans tout le film. Puis je pense qu'il dit une affaire comme excuse, je t'aimais pas avant, maintenant je vais t'aimer. Ah oui, c'est vrai. C'est là comme, oui, c'est oh vrai. My God! il est rendu adulte. Non, mais weird. Ouais. C'est comme, avant je t'aimais pas. Maintenant, oui. Je m'excuse, on est un peu décousu. Il y avait un truc très important que j'ai oublié de dire. C'est le gars qui se rentre un clou dans le nez. Dans la scène avec les motards, il y a un gars qui se rentre un clou dans le nez.
Je devais avoir cligné des yeux, là. Je m'excuse. Alors, on va le repasser en boucle tantôt. OK, parfait. C'est vraiment cool. Bon. All right. Ça ressemble à ça. Fait combien de sacs de cocaïne sur 10 tu donnes à ce film-là? Ben là, moi, c'est sur 10? Ben, sur 5. Sur 6. Ben, dans le fond, si ça avait été une comédie musicale, j'aurais été avec un 5 sur 5 navet. Mais là, ça va être plus un 4 sur 5. 4 sur 5, ouais, moi aussi, ouais. Ils perdent un point à cause de Jeff, parce que c'est tellement un connard. Mais c'est vrai que c'est un foutu tas de merde. Il dit comme, c'est ton ami, ça? Oh ouais! Pow! Aucune astuce de raison, il décoche un coup de poing. Dans le fond, c'est ça, c'est parce qu'il est fou l'amoureux de sa sœur. Ouais. Il est fou le possessif. C'est ça. C'est parce que. Non, mais ce qui m'embête de Jeff, c'est Jeff, c'est un leader d'un band qui fait rien. Ils sont juste là pour faire chier. Oui, c'est juste des petits bums qui vendent de la drogue. Ben, c'est même pas clair qu'ils vendent de la drogue. C'est les ninjas qui vendent de la drogue. Non. Oui, Jeff, il vend de la drogue. Oui, parce que quand il rentre dans le club, là, au départ, qui va justement voir le band, là, il dit « Hey, on a mis la main sur de la nouvelle cocaïne. » Ouais, mais il n'a pas dit qu'il veut la vendre, il veut peut-être juste la sniffer. Ça va être qui va la vendre? Il va peut-être toute la sniffer à lui tout seul, il a de l'air. En même temps, il y a toute sa gang de toughs, là. Qu'est-ce qu'il ferait à toutes ces gangs de toughs-là à le suivre pour rien, là? Ben, il s'ennuie, là. Mais non. C'est des vendeurs de drogue. OK, d'accord. Bon, ben, c'est une bonne chose qu'il soit mort, d'abord. Oui! Yeah! Hey, n'oubliez pas de like and subscribe, partagez avec vos amis. On a besoin... on veut vivre de notre podcast, on a besoin de vos likes, des subventions de YouTube. Ah oui. Oui. Moi, j'ai déjà mis mon 2 semaines à mon boss. Je démissionne, je vais me consacrer entièrement. On fait comme moi et Kim, là. On lâche tout. On croit en notre podcast au point de... Ah ouais. OK. Let's go. Super. On fait ça. On pourrait se sortir une école de taekwondo aussi. Oui. OK, ben, commentez dans les commentaires est-ce que Sophie devrait starter une école de taekwondo. Ouais, dites-moi ça, là. Et on vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et le prochain épisode, c'est... À un moment donné. À un moment donné. Yeah! Bye! Bye-bye.